Et si je vous disais qu'en 1871, sur les plaines arides du nord du Texas, un enfant est né dans les ténèbres éternelles, condamné par les guérisseurs Comanches et les médecins blancs à ne jamais voir la lumière du jour. Un père guerrier, brisé par la perte de sa femme, élève seul ce petit garçon qu'il croit aveugle à jamais. Jusqu'au jour où une femme blanche, veuve et survivante, arrivée par hasard dans leur camp, ose regarder là où tous les autres ont détourné les yeux et découvre une vérité que personne n'avait vue. Une vérité si bouleversante qu'elle va changer le destin d'un enfant, d'un père, et peut-être défier les frontières entre deux mondes ennemis. Avant de plonger dans cette histoire vraie d'espoir et d'amour impossible, dites-moi en commentaire de quelle ville vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, car la fin vous laissera sans voix. Vous êtes prêts? Allons-y. En 1871, sur les plaines arides du nord du Texas, là où l'horizon s'embrase d'un rouge sang au crépuscule, s'étendait une vallée que les Blancs appelaient Red Hollow. Les Comanches, eux, la nommaient par son ancien nom, celui qui signifiait « l'endroit où le vent ne dort jamais ». Le vent y hurlait nuit et jour, balayant la poussière ocre sur les herbes sèches et faisant claquer les peaux de bison tendues sur les tipis comme des tambours de guerre oubliés. C'était là que vivait Jackson, un chef Comanche qui avait autrefois mené son peuple à travers les batailles, les famines et les poursuites incessantes de la cavalerie américaine. Ses raids fulgurants étaient légendaires. On murmurait son nom avec crainte, autour des feux de camp des colons. Mais une vieille blessure au flanc, une balle qui n'était jamais ressortie, et surtout la mort de sa femme, l'avaient jamais cloué à cette terre. Il n'était plus l'homme des charges éclairs sur les pistes poussiéreuses. Il veillait désormais sur les restes de sa famille, loin des sentiers de guerre, dans ce creux rouge où le temps semblait s'être arrêté. Sa femme Comanche était morte en donnant la vie à leur premier fils, par une nuit froide et rare où la lune se cachait derrière d'épais nuages noirs. Quand l'aube avait enfin percé, teintant le ciel d'un gris sale, Jackson s'était retrouvé seul, avec un nouveau-né, rougissant dans ses bras, et une douleur qui n'avait pas de mots dans aucune langue. Il avait nommé l'enfant Elijah, un nom que sa femme avait entendu un jour chez les missionnaires blancs, un nom qui sonnait étrange sur une langue comanche, mais qu'elle avait aimé pour sa douceur. Dès les premiers jours, Jackson sut que son fils était différent. Elijah ne réagissait pas à la danse des flammes dans le foyer du tipi, ne clignait pas des yeux quand une ombre passait rapidement devant lui, ne tournait pas la tête au bruit des sabots des chevaux, au galop, ou au cri des aigles planant haut dans le ciel, impitoyable. Les guérisseurs de la tribu, ces vieux hommes au visage buriné par le soleil et les épreuves, secouèrent peu la tête après avoir fumé le calumet et invoqué les esprits. Ils dirent tant que l'âme du garçonnet errait très loin, peut-être encore accrochée à celle de sa mère dans l'au-delà. Puis vint le médecin blanc du fort militaire le plus proche, un homme au visage pâle et aux lunettes cerclées d'or, qui arriva à cheval avec son sac de cuir rempli d'instruments froids. Il examina l'enfant sous la lumière crue d'une lampe à pétrole, testa les réflexes et observa les pupilles. Son verdict tomba comme un coup de fusil. L'enfant était né aveugle, congénitalement aveugle, et aucune route ne menait vers la lumière pour lui. Pour les Blancs, c'était une fatalité de plus dans ce monde sauvage. Pour Jackson, ce fut une sentence plus cruelle que toutes les défaites subies sur les champs de bataille. Il accepta, non parce qu'il y croyait vraiment, mais parce qu'il était épuisé de lutter contre l'incompréhensible. La guerre lui avait déjà pris trop. Frère, terre, liberté. Il prit son fils dans ses bras et rentra dans le tipi, fermant la peau d'entrée derrière lui comme on ferme une porte sur le monde extérieur. Dès son lors, Jackson s'occupa seul d'Elijah.
Il le portait à travers les nuits où le vent hurlait comme un coyote enragé, le berçait contre sa poitrine marquée de cicatrices, lui murmurait les anciennes prières comanches pour que les esprits veillent sur lui et chantaient les chants des vastes prairies, ceux qui parlaient des troupeaux de bisons couvrant l'horizon comme une mer vivante. Mais Elijah restait immobile, allongé sur une peau de daim douce, les yeux grands ouverts, fixant un vide que personne d'autre ne pouvait voir. Il ne pleurait pas comme les autres bébés, ne tendait pas les bras et ne souriait pas au son de la voix rauque de son père. Il était là, présent et absent à la fois, comme une silhouette taillée dans le bois sacré. Les mois passèrent, rythmés par le cycle impitoyable des saisons sur la frontière, tandis que la tribu continuait sa vie. Chasse, déplacement, éveil contre les incursions des Blancs. Mais dans le tipi de Jackson, le temps s'était figé dans une pénombre éternelle. Le chef maigrissait, sa barbe poussait sauvage, ses yeux s'enfonçaient dans leurs orbites, et il refusait presque de quitter son fils plus de quelques heures, dormant sur une couverture, à côté du berceau improvisé, se réveillant au moindre souffle. Elijah grandissait en silence, un enfant étrange dans un monde déjà dur, et Jackson, le guerrier invincible, portait désormais le poids d'une défaite qu'aucune lance ni aucun fusil ne pouvait combattre, celle d'un père face à l'obscurité imposée à son unique héritier. Au printemps de cette même année 1871, alors que les premières fleurs sauvages perçaient la croûte sèche de la prairie, et que les troupeaux de mustangs galopaient vent au loin, dans des nuages de poussière ocre, une silhouette solitaire apparut aux abords de Red Hollow. Elle n'arriva pas à cheval ni en convoi armé, mais à pied, traînant une couverture roulée et un sac de toile élimé, le visage brûlé par un soleil qui ne pardonnait rien et les yeux marqués d'une fatigue plus profonde que la simple exhaustion du chemin. Élisabeth avait 25 ans à peine. Son mari, un rancher installé plus à l'est le long de la frontière, avait été abattu 6 mois plus tôt lors d'une escarmouche avec un groupe de Comanches en quête de chevaux. Sa maison de Rondin avait fini en cendres, emportant vêtements, provisions et souvenirs. Elle avait marché de camp en camp, évitant les patrouilles militaires qui l'auraient ramenée vers les villes surpeuplées de l'Est, jusqu'à ce que la faim la pousse à franchir la ligne invisible, séparant deux mondes ennemis. Arrivée vivante dans Red Hollow, tenait du miracle. Y rester en était un autre. Les guerriers l'encerclèrent aussitôt, lances pointées, visage dur comme la pierre taillée par le vent. Jackson, malgré la méfiance ancrée en lui depuis des années de guerre, leva la main pour arrêter les cris. Il vit dans ses yeux cette perte absolue qu'il portait lui-même, un vide qui ne se comble jamais. Elle ne représentait pas une menace immédiate, elle était une survivante, comme lui. En échange de travaux utiles, cuire la viande, laver les pots, réparer les cordages, elle pourrait rester temporairement sous la protection fragile de la tribu. Une seule règle, répétée sans appel, ne jamais approcher l'enfant du chef. Élisabeth accepta en silence. Elle installa sa couverture près du feu commun, à l'écart des tipis familiaux, et se mit à la tâche dès l'aube suivante. Ses mains, habituées autrefois à traire des vaches et à pétrir le pain dans une cuisine rudimentaire, apprirent vite à écorcher le gibier, à tanner les peaux sous le soleil écrasant et à préparer les repas pour une vingtaine de bouches affamées. Elle parlait peu. Les Comanches ne lui adressaient quasiment pas la parole. Le silence devint sa langue quotidienne, entrecoupé seulement par le crépitement du feu et le hennissement lointain des chevaux. Pourtant, elle observait tout. Elle avait perdu son propre enfant, un garçonnet emporté par une fièvre fulgurante, alors qu'aucun médecin blanc n'avait accepté de chevaucher jusqu'à leur ranch isolé. Cette douleur-là ne s'efface pas, elle rend le regard plus aigu, capable de déceler ce que les autres ignorent.
Elle remarqua rapidement que le tipi de Jackson restait plus fermé que les autres, que le chef y passait des heures sans en sortir, et surtout qu'aucun cri d'enfant, aucun pleur vif ni gazouillis joyeux ne traversait les peaux tendues. Le camp bruissait de vie ordinaire, rire des enfants courant entre les jambes des chevaux, aboiement des chiens errants, chants graves des femmes pilant le maïs sec. Mais du tipi du chef émanait un silence lourd, presque tangible, comme un poids posé sur la vallée entière. Un après-midi où le soleil frappait comme un marteau sur l'enclume du ciel, Jackson revint d'une reconnaissance avec des éclaireurs. Une balle de chasseur blanc l'avait effleuré à l'épaule lors d'un bref échange de tirs. Il saignait abondamment et descendit de cheval en titubant. Les guerriers le soutinrent jusqu'à son tipi, tandis que les femmes couraient préparer des cataplasmes d'herbes amères. Dans la confusion générale, Elijah, laissé seul sur sa peau de daim, s'agita faiblement, un mouvement rare qui alarma la vieille gardienne. Élisabeth, qui transportait justement l'eau chaude pour les pansements, se trouva la plus proche. Sans hésiter, elle franchit l'entrée interdite, prit l'enfant dans ses bras et le berça doucement contre sa poitrine pour apaiser ses petits gémissements. Ce fut la première fois qu'elle le tint vraiment. La chaleur fragile du corps contre le sien lui serra la gorge comme une main invisible. Un rayon de soleil filtrant par une déchirure dans la peau du tipi tomba directement sur le visage d'Elijah. Elle baissa les yeux vers lui et quelque chose la frappa avec la violence d'un coup de tonnerre muet. Les yeux de l'enfant étaient ses grands ouverts, d'un bleu clair presque translucide, mais ils ne suivaient pas le rayon lumineux qui dansait dans la poussière. Ils ne clignaient pas quand des particules flottantes passaient y au-devant. Pourtant, ils n'étaient pas vides, ni morts. Une douceur étrange émanait de leur fixité, comme si une fine brume les recouvrait sans éteindre la vie dessous. Élisabeth sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait les yeux sans vie, ceux de son fils après la fièvre. Ceux d'Elijah palpitaient encore, simplement, voilés par quelque chose d'invisible. Elle rendit l'enfant à la vieille femme dès que Jackson fut pansé, et ressortit sans un mot, le visage impassible. Mais à partir de cet instant, elle ne put plus détourner le regard du tipi du chef. Une intuition forgée dans la perte refusait d'accepter le verdict définitif prononcé par les guérisseurs et les médecins blancs. Nuit après nuit, allongée sur sa couverture sous les étoiles froides, elle écoutait le vent hurler son chant incessant à travers Red Hollow, et elle commençait à assembler les fragments d'un puzzle que personne d'autre n'avait pris la peine d'examiner. Les nuits suivantes, quand le camp s'endormait sous un ciel criblé d'étoiles si vives qu'elles semblaient de percer la toile noire du firmament, Élisabeth restait éveillée plus longtemps que les autres. Allongée sur sa couverture râpeuse, elle écoutait le vent incessant qui balayait Red Hollow, faisant vibrer les cordages des tipis et soulevant des tourbillons de poussière rouge même dans l'obscurité. Ce vent portait les odeurs âcres de la prairie, herbes brûlées, fumée de mesquite, crottins séchés, et parfois le cri lointain d'un coyote répondant à son écho. Elle ne parvenait plus à chasser cette impression tenace d'un voile invisible sur les yeux d'Elijah, cette conviction qu'une barrière fine, et non une cécité totale, retenait la lumière. Durant les journées, elle accomplissait ses tâches avec la même rigueur silencieuse, mais profitait des moindres pauses pour guetter les signes subtils autour du tipi du chef. Elle nota comment le corps de l'enfant réagissait à la proximité du feu, comment ses doigts se crispaient au bruit d'une branche qui se brise, comment sa poitrine se soulevait plus vite quand le vent charriait les hennissements des mustangs au loin. Elle testa alors, avec une prudence de chasseresse, sans jamais franchir l'entrée interdite. Un matin, elle passa près du tipi en faisant teinter les perles d'un bracelet offert par une femme de la tribu. Elijah tourna imperceptiblement la tête vers le son cristallin. L'après-midi suivant, elle laissa tomber une gourde en cuivre.
Le clang métallique fit frémir les lèvres du bébé. Ces réactions minuscules, que personne d'autre ne relevait, renforçaient en elle une certitude forgée dans la douleur de sa propre perte. Une nuit où le vent se déchaînait plus violemment que jamais, faisant claquer les peaux des tipis comme des cougouasses de fusil dans le noir, le camp se recroquevilla autour des feux mourants. Jackson, épuisé par une chasse infructueuse sous un soleil impitoyable, s'était endormi tôt, confiant Elijah à une vieille gardienne qui somnolait à l'entrée. Elizabeth, incapable de fermer l'œil, s'approcha du feu central pour attiser les braises. Machinalement, elle se mit à fredonner une vieille berceuse du Missouri, une mélodie simple sur les rivières lentes et les champs dorés, loin des frontières ensanglantées. Le vent emporta les notes sous la peau du tipi. À l'intérieur, Elijah bougea. Sa tête pivota lentement vers la source du son. Un mouvement si léger que la gardienne ne le vit pas. Mais Elizabeth, l'oreille tendue, aperçut la silhouette à travers l'ouverture et continua, plus bas, laissant la mélodie flotter comme une fumée dans la nuit froide. Jackson se réveilla brusquement, l'instinct du guerrier en alerte. Il sortit torse nu, défiant le froid mordant, prêt à chasser l'intruse, mais s'immobilisa en voyant son fils tourner à nouveau la tête vers la voie. Une lueur qu'il croyait éteinte traversa ses yeux. L'espoir, dangereux comme une étincelle dans l'herbe sèche. Le lendemain, sous un soleil qui peignait les falaises en rouge vif, Jackson fit appeler Elizabeth. Les deux guerriers observèrent, méfiants, mais il les fit taire d'un geste. « Ta voix a fait bouger mon fils », dit-il en anglais, rugueux. « Explique-toi. » Elizabeth, le cœur battant sous ce regard perçant, répondit. « Il entend tout, Jackson, les sons, la chaleur, le vent. Peut-être qu'il pourrait voir si quelque chose ne bloquait pas la lumière. » Ces mots heurtèrent T. Jackson comme une lance en pleine poitrine. Colère contre sa propre résignation, peur d'avoir accepté trop vite le sort prononcé par les guérisseurs et les Blancs. Il tourna les talons sans un mot, mais le doute était semé. Si cette ronde histoire commence à vous saisir au ventre, comme elle me saisit à chaque fois que je la raconte, abonnez-vous et activez la cloche. Les chapitres suivants plongent plus profond dans le combat entre ténèbres et vérité, et vous ne voudrez pas rater la suite. Poussé par cette nuit où une simple mélodie avait percé le silence, Jackson manda quelques jours plus tard le médecin du fort. Le docteur Benjamin arriva escorté, riant d'abord de l'idée qu'une femme blanche parmi les Tories sauvages puisse remettre en cause son diagnostic. Mais Elizabeth insista pour un nouvel examen sous une lampe à huile tenue bas, comme une sage-femme l'avait fait pour son enfant perdu. Dans le silence oppressant du tipi, sous le regard brûlant de Jackson, Benjamin approcha la lumière, et là, dans l'angle précis, apparut la membrane fine, presque invisible, recouvrant les cornets comme un voile de poussière sur une source. Le médecin blêmit, ses certitudes vacillèrent, et le vent dehors hurla plus fort, annonçant la tempête prête à éclater sur Red Hollow. Le silence qui suivit cette découverte pesa plus lourd que n'importe quelle charge de cavalerie sur la plaine. Le docteur Benjamin, le visage soudain livide sous la lumière tremblotante de la lampe, recula d'un pas comme si la membrane fine qu'il venait d'apercevoir sur les yeux d'Elijah était une vipère prête à frapper. Ses darnes doigts tremblèrent légèrement en refermant son sac de cuir, tandis que Jackson, debout dans l'ombre du tipi, serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, son regard passant de l'enfant à l'homme blanc qui avait autrefois prononcé une sentence définitive. La confrontation éclata aussitôt, plus violente qu'un échange de tirs à découvert. Benjamin tenta de se défendre, invoquant les protocoles rigoureux de la médecine militaire et les tests de réflexes pupillaires effectués sous la lumière crue du fort, mais ses mots sonnaient creux dans l'air chargé de fumée.
Un vieux traducteur comanche et le guérisseur de la tribu s'approchèrent à leur tour, confirmant d'un hochement grave ce qu'Élisabeth avait osé pointer. Le voile existait bel et bien, bloquant la lumière sans éteindre la vie derrière. Jackson explosa alors, sa voix grondant comme un orage roulant sur la prairie, accusant le médecin d'avoir condamné son fils par arrogance, tout comme les Blancs avaient préféré déclarer les terres comanches vides plutôt que de reconnaître ceux qui y vivaient. Benjamin rougit violemment, balbutiant des excuses qui se perdirent dans le hurlement du vent dehors, mais le mal était fait. La vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être enterrée. Le médecin admit à contre-cœur qu'une intervention chirurgicale pouvait retirer cette membrane, une opération délicate possible au fort avec les instruments adéquats, mais le risque était immense. Infection fulgurante ou faux mouvement du scalpel pouvant détruire définitivement la vue. Surtout, il fallait transporter Elijah jusqu'au bastion militaire, où Jackson risquait d'être arrêté ou abattu à vue. La nuit tomba sur Red Hollow comme un manteau de plomb, le vent redoublant de force et soulevant des tourbillons de poussière rouge. Jackson marcha seul entre les feux mourants, pesant le choix terrible. Refuser condamner son fils à l'obscurité. Accepter mettait leur vie entre les mains de l'ennemi. Les guerriers se rassemblèrent autour de lui, certains murmurant au piège blanc, d'autres voyant une chance offerte par les esprits. Au lever du soleil, alors que la vallée rougissait sous les premiers rayons, Jackson sella son cheval, enveloppa Elijah dans une couverture de bison et fit signe à Élisabeth de les accompagner. Escortés par 2 guerriers méfiants, ils quittèrent le camp, chevauchant vers le fort dont les palissades se dressaient, comme une menace à l'horizon, traversant des plaines où les carcasses de bisons blanchissaient, sous le soleil impitoyable, et évitant les patrouilles. À l'approche, les sentinelles levèrent leurs carabines, mais Benjamin avait obtenu une trêve temporaire. Jackson franchit les portes sous escorte armée, conscient que chaque pas pouvait être le dernier. Dans la tente médicale, imprégnée d'odeurs d'alcool âcre, l'opération fut préparée avec précision froide. Élisabeth resta aux côtés d'Elijah, tenant la petite main, tandis que Jackson arpentait la cour poussiéreuse sous le regard hostile des soldats. L'intervention dura des heures interminables, le scalpel dansant sur la fragile frontière entre lumière et obscurité. Elijah, endormi par le laudanum, ne bougea pas. Seul son souffle régulier indiquait qu'il vivait. Quand Benjamin sortit, le front perlé de sueur, il annonça que les membranes de Blaves ont été retirées, mais que la fièvre restait l'ennemi. Les jours suivants furent un combat silencieux. Elijah brûlant, délirant sous les bandages, tandis que Jackson veillait nuit et jour, prêt à bondir au moindre signe d'alerte. La vallée attendait, suspendue à ce fil ténu, et le vent continuait de hurler, comme s'il savait que la lumière, une fois libérée, changerait tout à jamais. Les jours qui suivirent l'opération furent une épreuve plus rude que n'importe quelle chevauchée sous le feu ennemi. Elijah, enveloppé dans des bandages imprégnés d'onguents âcres, brûlait de fièvre dans la tente médicale du fort, son petit corps secoué de frissons, tandis que la sueur perlait sur sa peau, malgré la fraîcheur nocturne qui s'infiltrait par les toiles tendues. Élisabeth ne quitta pas son chevet, rafraîchissant son front avec des linges humides et murmurant des mots apaisants pour chasser les délires qui le faisaient gémir faiblement, pendant que Jackson arpentait l'espace exigu comme un loup en cage, ses pas lourds résonnant sur le sol battu, et ses yeux ne lâchant jamais la silhouette fragile de son fils. Quand la fièvre finit par retomber, laissant Elijah pâle, mais respirant calmement, le moment tant attendu arriva sous un ciel d'un bleu implacable qui écrasait la plaine. Le docteur Benjamin, les mains encore tremblantes de la responsabilité, retira lentement les bandages couche par couche,
tandis que la lumière crue du soleil, filtrant par l'ouverture de la tente, baignait le visage de l'enfant. Elijah cligna des yeux une fois, 2 fois, ses paupières battant comme des ailes d'oiseaux effarouchés, et pour la première fois, ses pupilles se contractèrent sous l'assaut de la lumière, cherchant instinctivement les contours du monde. Il tourna la tête vers Jackson, qui s'était agenouillé près de lui, et un cri rauque, mi-pleurs, mi-rire, échappa au guerrier Comanche quand il vit son fils le regarder vraiment, fixer ses traits burinés par les années de combats et de soleil. Puis, Elijah porta son regard vers Élisabeth, et un sourire timide, hésitant, éclaira son visage comme l'aube qui chasse les ombres de la vallée. La tente sembla soudain trop petite pour contenir cette explosion silencieuse de vie retrouvée. De retour à Red Hollow, sous un vent qui avait enfin baissé d'intensité, comme s'il reconnaissait la victoire, Elijah découvrit le monde avec une avidité vorace. Ses yeux suivaient maintenant les flammes dansantes du feu de camp qui projetait des ombres rouges sur les visages tatoués des guerriers, s'écarquillaient devant les mustangs galopant librement à l'horizon, captant les reflets argentés du soleil sur les plumes d'aigle ornant les tipis. Il tendait les mains vers les motifs brodés sur les couvertures, riait aux éclats quand un chiot errant lui léchait les doigts, et ses premiers pas chancelants le menaient invariablement vers Élisabeth, dont la silhouette blanche tranchait sur la terre ocre. Un soir, autour du grand feu où la tribu partageait la viande d'un cerf fraîchement chassé, Elijah, assis sur les genoux de son père, pointa soudain un doigt, potelé, vers Élisabeth, qui remuait une marmite de ragoût fumant. D'une voix encore maladroite, il prononça un son clair et net. « Mama ». Le mot tomba dans le silence stupéfait du cercle, plus lourd qu'une déclaration de guerre, et Jackson sentit son cœur se serrer d'une émotion qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Les guerriers murmurèrent, certains avec méfiance, d'autres avec une approbation muette, mais Jackson leva la main pour imposer le calme. Il regarda longuement Élisabeth, dont les yeux s'étaient emplis de larmes qu'elle retenait à peine, et déclara d'une voix ferme qui porta jusqu'aux confins du camp. Elle serait désormais protégée comme membre de la famille, non plus comme une étrangère tolérée, mais comme celle qui avait rendu la lumière à son fils. Cette décision fit gronder les plus traditionalistes et suscita des regards suspicieux chez les éclaireurs, mais personne n'osa contredire ouvertement le chef qui avait risqué sa vie au fort ennemi. Les mois passèrent, rythmés par les migrations saisonnières et les chasses sous un ciel immense. Elijah grandit robuste, courant pieds nus sur la terre rouge, apprenant à monter à cheval avant même de parler couramment, et ses yeux, autrefois voilés, capturaient chaque détail de la vie comanche, les peintures de guerre sur les visages avant une reconnaissance, les danses autour du feu, sous la lune pleine, les troupeaux de bisons réapparaissant au loin comme une promesse des anciens temps. Des années plus tard, quand Elijah, devenu un jeune homme au regard vif et à la silhouette élancée, s'apprêta à quitter Red Hollow pour explorer le monde des Blancs et des chemins de fer qui grignotèrent la frontière, l'histoire de sa guérison se racontait encore autour des feux. On parlait de la femme blanche qui avait osé voir au-delà des diagnostics, du chef Comanche qui avait défié ses ennemis pour sauver son fils, et de la lumière qui avait triomphé des ténèbres, non seulement dans les yeux d'un enfant, mais dans les cœurs de ceux qui avaient appris à regarder autrement. Car sur ces plaines où le vent ne dormait jamais, la vérité la plus dure était que les frontières entre ennemis pouvaient s'effacer quand un regard honnête et un cœur déterminé décidaient donc de défier le destin imposé. Et voilà l'histoire d'Elijah, ce petit garçon condamné aux ténèbres jusqu'à ce qu'un regard attentif et un cœur courageux osent défier le destin. Sur ces plaines rudes du Texas de 1871, une vérité simple a triomphé. Parfois,
La lumière ne demande qu'à être libérée par ceux qui refusent d'accepter l'impossible. Dites-moi dans les commentaires ce que cette histoire vous a fait ressentir. L'espoir retrouvé, la force de la vérité, ou peut-être cette frontière fragile entre ennemis qui s'effacent devant l'amour d'un enfant. Vos mots comptent énormément pour moi. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous touchera autant. À la prochaine.